Nous sommes vendredi soir, il est 18 h, bienvenue à vous sur Mon Quotidien TV. Aujourd'hui, cette émission s'annonce pleine de surprises puisque nous allons parler d'une invitée dont le maître mot est la créativité. Est-ce que j'ai bon, Sandrine Henry? Bonsoir. Bonsoir, oui, exactement, vous avez tout bon. Le mot créativité, c'est ce qui vous définit? Le mot créativité, oui, l'attrait pour l'innovation, la nouveauté, tout un tas d'univers en effet autour de la créativité et la création. Donc on va le voir, vous êtes quelqu'un dont les idées ne s'arrêtent jamais, certainement, puisque vous êtes designer, vous m'avez dit de dire designer et non pas designeuse, vous êtes fondatrice et dirigeante de l'agence Ephelia. Donc Ephelia, déjà le nom est en hommage à qui? Alors évidemment, est en hommage à Gustave Eiffel, qui en effet, j'ai cette petite fascination du personnage et surtout tout son parcours artistique, parce qu'on peut appeler ça aussi artistique au-delà de l'ingénieur. Et un jour, voilà, je m'étais posé un petit peu la question par rapport à tout ce travail, à la Tour Eiffel bien évidemment, que j'appelle aussi la grande dame, parce qu'elle a vraiment ce côté phare et ce côté rayonnant. Et je m'étais posé la question si c'était un prénom de femme, elle aurait très bien pu être Ephelia. Et donc voilà, tout ce petit travail, j'avais aussi, en créant Ephelia, des clients aussi à l'étranger. Et c'est vrai que cette aura autour de la Tour Eiffel, je me disais, c'est vraiment le symbole de la France. Et ce qu'on aime aussi chez les créateurs français, c'est justement ce côté français. Donc voilà, tout se goupillait bien. Et puis voilà, c'était aussi un hommage surtout à ce travail qu'il faisait. Et son travail à Gustave Eiffel, vous l'avez étudié? Ça a été quand déjà la découverte, la première fois à la Tour Eiffel? Oh, mais ça a été jeune. J'avais une tante qui habitait sur Paris et en fait depuis petite, quand je venais, moi je suis originaire de Nantes, quand je venais régulièrement sur Paris, il y avait cette fascination de gigantisme. Et puis en l'étudiant en tant qu'étudiante au design, aussi de savoir ce parcours, son histoire où elle devait rester éphémère et en fait elle est restée, elle a été d'une grande utilité pendant la guerre et puis on l'aime ou on la déteste, mais en tout cas, on n'est pas insensible à ce gigantisme, mais c'est une dentelle. En fait, c'est ça. C'est une notion de dentelle et de légèreté, alors que c'est quelque chose d'extrêmement massif et qui tient et qui apporte une poésie. Voilà, c'est l'industrie de la poésie et ça en a fait quelque chose qui est encore là, qui a passé le temps. Je pense que personne n'a jamais parlé de la Tour Eiffel comme vous. Est-ce que cette rencontre avec cette grande dame, c'est le point de départ de votre carrière, de votre envie de créer, de dessiner, de designer, comme on dit? Non, en fait, je réalise que depuis enfant, j'ai toujours aimé dessiner. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de mystère quand on aime faire les choses jeunes, je pense. C'est quelque chose qui nous pousse. Alors j'aime aussi la technique, donc à un moment donné, je pense que le design industriel, c'est un petit peu, a été une évidence pour moi, justement pour avoir cette créativité, pour avoir aussi ce bagage un peu technique, de construire, fabriquer, de s'attarder aussi à l'humain, c'est quelque chose qui est très important. Et en fait, le design intègre tous ces paramètres. Donc en 2011, vous créez Ephelia, une agence qui produit quoi? Du conseil, du design? Alors, qui produit du conseil. J'accompagne les entreprises dans le développement de leur collection. Alors avec mon parcours a fait que j'ai travaillé plusieurs années dans le secteur de la lunetterie. Donc j'ai cette spécialité que j'ai continuée via Ephelia et que je continue. Et donc c'est tout ce qui est création de collection, donc soit en complément des collections existantes ou alors partir d'une feuille blanche avec mes clients pour dire voilà, on va construire quel est l'univers, quels seront les matériaux, la distribution, enfin voilà, j'intègre un peu tout ça. Ce sont des échanges ou c'est vous qui, entre guillemets, imposez vos idées?
Il y a une demande du client? Il y a une demande du client. De toute façon, on ne fait rien tout seul, et surtout dans le monde de l'entreprise et de l'industrie. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est mon métier de prendre un petit peu l'aspect commercial, l'aspect direction. S'il y a une usine, ce qui est de plus en plus rare, mais ça existe encore, quel est le parc machine? Donc il y a vraiment tous ces paramètres. Et si c'est fabriqué, est-ce que voilà, les matériaux implique aussi beaucoup de choses. Il y a l'impression 3D qui revient et qui est de plus en plus développée, même dans le secteur de la lunetterie. Il y a des matériaux, j'allais dire ancestraux, tout ce qui est autour de l'acétate, mais maintenant il y a des métaux et du titane. Enfin, il y a tout un tas de matériaux qui sont adaptables à ce domaine particulier. Alors on va voir quelques exemples d'objets, de lunettes que vous créez. On va voir quelques photos. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous raconter comment ces projets sont nés? Alors, ces projets sont nés, en fait, donc Efelia, c'est la société de conseil. Et là, j'ai développé aussi ma propre collection qui s'appelle F-ELIA. Et ce sont des... Qui se prononcent pareil, du coup. Qui se prononcent pareil. Et quand on retourne F-ELIA, en fait, ça écrit AI, le logo. On va voir le logo. Et donc cette petite collection, en fait, elle est venue tout simplement en me disant qu'à partir de la quarantaine, comme beaucoup de personnes, on devient tous presbytes, même si on n'a jamais porté de lunettes. Et c'était d'avoir un petit objet qui puisse être toujours à portée de main. Je l'ai ici, en fait, c'est le même objet que sur la photo? Voilà, c'est le même objet. Donc c'est un bijou avant tout. C'est une loupe, donc avec une correction qui grossit 5 fois. Et ce petit objet, en fait, se transforme en lunettes. Voilà, qu'on peut mettre comme ça, on peut consulter. Voilà, donc ça a été... Mais ce sont des verres standards, là, c'est alors, pas adapté... c'est un verre en 2,50, ce qu'on peut avoir de verres de qualité. C'est détouré en France, dans le bassin historique de la lunetterie, enfin, du côté d'Oyonnax. Enfin voilà, il y a tout ce savoir-faire qui est issu de ma propre agence aussi pour les entreprises. Mais ça, c'est mon petit objet produit qui me permet aussi de tester. C'est fait en impression 3D. D'accord, votre produit phare. Voilà. Ouais. Et donc il y a d'autres petites collections qu'on ont découlé sur alors on va justement voir d'autres images. Voilà, donc ça c'est aussi des loupes beaucoup plus simples. Dans cet univers autour de la lunette, on voit aussi un des yeux derrière, c'est aussi un concept autour de l'œil et du regard qui en est décliné, où je fais aussi des illustrations aussi que certains clients peuvent me demander. Donc voilà, c'est designer produit, mais avec un univers particulier et qui peut aussi se mettre. Donc ça, c'est aussi une collection de chaînettes qui est en résille de métal, avec justement le travail de designer à mettre, c'est d'avoir des produits qui sont extrêmement légers. Donc que ce soit avec l'impression 3D qui fait partie des caractéristiques, on imprime juste la matière dont on a besoin, et sur des matériaux extrêmement légers, la résille de métal c'est pareil, c'est-à-dire que esthétiquement on voit quelque chose, une chaîne lourde, mais en fait ça pèse que quelques grammes. Donc voilà. Le but c'est quoi? C'est de remettre à la mode cet objet. Une chaîne à lunettes, c'est pas toujours... c'est pas, voilà, et c'est revenu énormément à la mode en même temps. Quand j'ai commencé à cogiter sur le sujet, c'était pas revenu complètement. Après voilà, c'est dans l'air du temps, les choses sont dans l'air du temps. Et donc oui, c'était de remettre à la mode, remettre l'accessoire, et surtout d'avoir un produit pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter de lunettes. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont seulement des grandes marques? Alors il y a des grands. Alors c'est pas des opticiens en fait, ce sont les fabricants ou les marques. Alors ça peut être pour les marques les plus connues, Nina Ricci ou dans cette gamme. Alors c'est assez particulier le secteur de la lunetterie, puisque généralement ce sont des entreprises qui sont dédiées à la fabrication. Par exemple, quand on a une marque, les entreprises fabricantes ou autres sont sous licence.
Donc c'est vraiment un secteur particulier avec des entreprises qui sont spécialisées dans la fabrication et le développement de lunettes. Ça peut être des jeunes créateurs aussi belges pour lesquels je peux travailler. Ça peut être des sociétés chinoises dans le packaging et la PLV sur lesquelles je travaille aussi. Et en co-développement avec des entreprises françaises ou européennes aussi, puisque les choses se font comme ça. Des clients en Espagne aussi sur des collections. Alors en fait, je fais de l'optique et du solaire pour des collections hommes, femmes, enfants, bébés. Donc voilà, après ce sont vraiment des particularités morphologiques et de cotes, et ça peut être dans le domaine du sport. Alors c'est sûr qu'on ne dessine pas une lunette Nina Ricci, Boucheron ou une lunette de sport. Alors moi, je ne travaille pas pour des marques spécifiquement de sport, mais où les produits sont faits. Et dans cet univers-là, on doit travailler la résistance, travailler le mouvement, et la conception du produit ne se fait pas de la même manière. Les sources d'inspiration et les matériaux ne sont pas les mêmes. Voilà, donc c'est tout ça. On a l'impression que ça peut être éventuellement des modèles uniques, voire en tout cas très originaux. Question peut-être qui fâche, ça coûte cher tout ça? C'est peut-être pas abordable pour tout le monde? Alors après, c'est toujours la même chose, c'est le positionnement de la marque. Ça, c'est pas moi qui le décide, on peut le travailler en collaboration avec les marques, mais ça coûte cher, oui, dans le développement de produits, et puis jusqu'où on veut aller dans le développement. Ça peut être aussi une collection, et après cette collection, on la décline sur des formes, sur des couleurs, donc elle vit aussi dans le temps. Et donc après, ça peut être des collections qui sont produites à 300 000 pièces ou à 5 000 pièces, beaucoup plus confidentielles. Mais en tout cas, il y a un travail évidemment en amont sur lequel, évidemment, c'est ma part de travail. Et puis après, tout dépend les marques, comment elles sont distribuées. D'accord, donc on est sur des variables. Oui, sur des variables qui on peut avoir une monture arrivée. Alors après, c'est pareil, il y a évidemment en bout de chaîne. Moi, j'allais dire, mon client final, entre guillemets, c'est pas le consommateur final, après c'est l'opticien, c'est lui qui fait le choix des lunettes. Alors après, c'est devenu un accessoire de mode, donc c'est depuis longtemps maintenant, mais c'est important de le dire. Avant, une lunette, c'était un produit médical, donc maintenant c'est complètement intégré dans un accessoire tendance, et il y a de plus en plus d'amoureux de la lunette, d'autant plus. Et à ce propos, vous parliez de forme, est-ce qu'on vous a demandé des choses insolites, j'en sais rien moi, des lunettes en forme de chien, de banane, de voiture, que sais-je encore? Non. Par contre, auparavant, j'ai travaillé dans une société qui était spécialisée dans les montures de luxe. Et il y avait, j'étais responsable aussi des développements, tout ce qui était pierres précieuses. Et en effet, il y avait des collections qui étaient très très surprenantes, où on me demandait de pouvoir placer du saphir, des rubis, des diamants sur des montures qui sont au final quand même, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et j'ai eu des demandes, oui, qui étaient assez incroyables là-dessus. Alors après, les formes, oui, on a pu m'en demander pour justement un produit vitrine, mais après, c'est pas ce qui est développé dans les dans les, entre guillemets, les rayons chez les opticiens. Ça reste très confidentiel, c'est du sur-mesure après. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence dans votre milieu? De concurrence, oui, il y a beaucoup de concurrence, de plus en plus. Après, je parlais de la Chine tout à l'heure aussi. La Chine aussi s'est développée et a intégré des designers aussi dans leurs équipes. Oui, il y a certains opticiens créent aussi leur collection et travaillent aussi avec certaines marques. Donc oui, tout change, tout évolue. Enfin, en tout cas, ces dernières années, il y a de plus en plus de Vous en avez peur de cette concurrence, ou ça va bien pour vous et vous êtes confiante, ou est-ce que ça vous stimule encore plus? Non, il y a un côté stimulant, et puis il y a un côté aussi de travailler d'autres secteurs, d'étendre aussi le secteur d'activité, où justement vous me qualifiez au niveau de la création et de la créativité. Après, c'est aussi de proposer aux entreprises de pouvoir développer la créativité de leurs salariés. C'est de se savoir comment on peut aussi
les aider, les conseiller sur comment chaque personne aussi dans une entreprise a sa part de créativité. C'est motivant de travailler aussi sur cet aspect-là humain dans les entreprises et même pour des collections hors produit en fait. Votre agence Ephelia et donc la marque Ephelia existe depuis 12 ans environ. Alors 11 ans pour Ephelia, la collection de bijoux est beaucoup plus récente, elle a 3 ans. Donc oui, c'est beaucoup plus récent sur cette partie. Qu'est-ce que vous faisiez avant ça? Les lunettes ont toujours fait partie de votre vie? Alors les lunettes ont au final maintenant ont pris une bonne part. En fait, moi j'ai un parcours, on va dire, traditionnel de designer industriel que j'ai fait sur Nantes. Et puis après, j'ai travaillé et créé aussi en tant qu'indépendant avec une autre designer sur Nantes, où là on travaillait plus pour développer des collections, mais plus dans les arts de la table et l'univers de la maison. Et puis chemin faisant, voilà, j'ai eu vent que certains lunetiers dans le Jura, le berceau de la lunetterie, cherchaient à intégrer des designers, puisque ça a été une époque où comme la porcelaine et les arts de la table d'ailleurs, il y avait des bassins de compétences en France où Limoges c'était la porcelaine, la lunetterie c'était le Jura, et donc chacun travaillait, les entreprises étaient familiales et j'ai fait partie des premiers ventes designers où la concurrence étrangère, l'Italie notamment, commençait un petit peu à mettre un peu plus de gens formés à la création justement, et donc c'est là où j'ai intégré un grand groupe, parce que c'était le premier groupe de l'époque, et donc voilà, j'ai mis le pied dedans, et puis j'y suis restée une dizaine d'années, en travaillant dans différentes entreprises, sur notamment des sociétés qui développaient pour Boucheron, enfin sur des marques prestigieuses, et en même temps sur des collections beaucoup plus fashion. Donc voilà, c'est ce qui rend intéressant le produit, qui reste un produit technique. Ça, on revient à mes petits gimmicks de départ, et en même temps qui est attrait à la mode. Et donc voilà, donc j'ai toujours été, on va dire, dans l'accessoire, le côté mode, mais avec une partie technique, matériaux qui moi m'intéresse aussi, et puis le travail de la créativité en fonction des marques où on va travailler certaines choses en collaboration avec bien évidemment les envies ou des services marketing dans les grosses boîtes, ou l'entrepreneur qui a créé sa marque et la développe. J'ai l'impression que vous parlez plus d'une passion que d'un métier. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui, après toutes ces expériences? Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? En fait, c'est la rencontre avec d'autres passionnés, parce qu'au final, quand on crée une marque, quand on est entrepreneur, on fait vivre un univers, on raconte une histoire, on raconte plein de vies. Donc voilà, et après il y a des gens qui travaillent aussi. Alors qu'est-ce qui me plaît? Oui, c'est le contact, la rencontre avec une entreprise qui a besoin de développer quelque chose, moi ce que je peux leur apporter, comment on avance à résoudre des problèmes, parce qu'il y a des fois, le but c'est pas de faire un produit vitrine qui se vendra pas et qui comportera pas, donc il y a des compromis à faire, il y a à dialoguer, il y a à écouter, c'est un peu voilà, chacun s'apporte, faire des transferts de matériaux. On peut aussi se dire, voilà, ça je l'ai travaillé ou je l'ai vu dans d'autres domaines, est-ce que ça peut être opportun aussi dans vos collections, dans vos développements? C'est un peu tout ça. Donc après, moi, je représente les choses par dessin, en 2D, en 3D. Après, si on fait des prototypes, je peux faire aussi des prototypes via l'impression 3D, parce que c'est quand même un système une nouvelle technologie très intéressante. Et puis voir les matériaux. C'est vrai que le travail de la lunetterie dans les acétates, c'est assez fascinant dans les développements. Si un jeune de 16, 18, 20 ans vient vous voir, il dit « je voudrais faire comme vous », qu'est-ce que vous lui conseillez déjà de façon générale, et qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour Alors, le métier a beaucoup changé, parce que je suis en contact aussi avec des jeunes. Le métier de designer industriel, on
devient plus du designer UX, UI, qui est plus lié autour du développement de sites web. Donc le métier change. Après, s'il a envie de faire ce métier, bien évidemment, c'est un métier riche, c'est un métier de designer produit. Et qu'est-ce que je peux lui conseiller? D'être curieux, d'être curieux, parce que j'allais dire après, enfin moi c'est mon parcours, mais je pense pour beaucoup, c'est des histoires de rencontres, j'étais pas de rencontres et de réseaux et puis de se dire je vais aller voir ce qui se fait, alors même si c'est pas loin, on peut partir à l'étranger, je l'ai fait sous d'autres projets mais plus jeunes, mais voilà, c'est d'aller voir, d'aller se confronter pour se dire faisons. Ça peut être du meuble, ça peut être, en fait ça peut être tout est design, hein, tout ce qu'il y a dans cette pièce, une table, une chaise, des vêtements, enfin une lunette, il y a quelqu'un qui le pense à un moment donné. Il y a toujours une création. Il y a toujours une création. Si vous n'aviez pas fait ça, est-ce que vous auriez pu faire un autre métier? Très rapidement, en quelques mots, on remonte en arrière, on vous dit tu as le choix. Alors en fait, il y a deux métiers avant de choisir le design, parce que ce n'était pas celui qui était vraiment connu, c'était archéologue ou journaliste. Et en fait, je trouve que le métier de designer, c'est un peu la même chose. C'est l'archéologue, c'est l'objet qu'on va trouver quand on va le déterrer dans les fouilles. Et journaliste, il y a une étude sociologique des gens, de s'intéresser comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'on pourrait changer, comment faire. Et donc voilà, c'est peut-être cela que j'aurais fait. C'était passionnant, on pourrait vous écouter des heures. Merci beaucoup, Sandrine Henry, d'être venue nous raconter un petit peu de votre parcours. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie bien sûr Guylain Arbelot de la société Annette qui nous a permis de tourner toute une série d'émissions dans ses locaux à la Garenne-Colombes. Je remercie Cyril Bartholomé à la réalisation, Élise Desbois au maquillage, Jean-Sébastien Roucher à la production. Et je remercie bien sûr les sociétés Atoucam et Griffe Productions qui nous permettent de tourner toutes ces belles émissions. À très bientôt, Sandrine Henry. Et quant à vous, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube de Mon Quotidien TV.